Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Mon invité du jour, vous le connaissez probablement, mais je le présente quand même. Il s'agit de Monsieur Guy Martial Aona. Il est le directeur général d'Orabank Togo, mais il a une autre casquette avec laquelle il se présente. Il est le président du Conseil fédéral de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA. Bonjour Guy Martial. Bonjour Louis Magloire. Ça fait presque 9 mois maintenant que vous êtes à la tête de cette fédération. De quoi s'agit-il concrètement? Très bien, merci. Déjà merci de m'avoir invité à cette émission. C'est l'occasion de faire connaître un peu plus ce qu'on fait dans ce monde bancaire. En ce qui concerne la fédération elle-même, c'est une idée qui est née de certains présidents des associations professionnelles de banques en 1995, de créer une fédération qui va aider à servir les intérêts des associations de banques. Donc, ils ont commencé avec 7 pays à l'époque, et puis s'est ajouté la Guinée-Bissau en dernier lieu. Lusophone. Et les 8 associations composent donc le Conseil fédéral de la fédération qu'on appelle la FABEF UEMOA. Alors, le rôle principal de cette fédération, c'est d'abord de partager les expériences entre les associations, les échanges entre les associations et défendre les intérêts des membres, qui sont les banques principalement, et également servir d'intermédiaire entre les associations ou la fédération et les autorités monétaires, les autorités administratives, les pouvoirs publics et peut-être même aussi le grand public. D'accord. Alors, quelle est la qualité que l'on doit avoir pour en faire partie? Parce que quand on dit banque et établissement financier, c'est pas très clair pour tout le monde. Les banques, tout le monde sait ce que c'est, voilà. Mais les établissements financiers, qu'est-ce que l'on regroupe sous ce nom générique-là? Alors les établissements financiers, ici on intègre un peu plus les établissements de crédit, donc ceux qui sont d'abord régis par la commission bancaire et en général ces établissements qui sont habilités à collecter des dépôts et ou octroyer des crédits. Là on parle des établissements de microfinance. Non, à cette étape, non. Les établissements de microfinance sont dans une autre catégorie qui est regroupée au sein de certaines associations qu'ils appellent les associations, les APSFD, dont les sociétés financières décentralisées. Ici, c'est uniquement les banques et les établissements de crédit. D'accord. Donc, un établissement de crédit, c'est quoi? C'est un établissement qui est habilité à collecter des dépôts et ou faire des crédits. Il y en a qui sont, par exemple, habilités à faire des crédits, mais sans collecter des dépôts du grand public. Par exemple, vous avez des établissements spécialisés. Je donne l'exemple de la CRH UEMOA, dont la Caisse régionale de refinancement hypothécaire. Elle n'est pas habilitée à collecter des dépôts du grand public, mais par contre, elle peut octroyer des crédits, soit aux institutions financières, soit au grand public, en fonction des missions qui ont été validées par la commission bancaire. Pour ne donner que cet exemple-là. Et qui s'adresse à vous? À qui vous adressez-vous et qui peut vous saisir? En tant qu'association ou en tant que fédération? En tant que fédération. Alors, je vais d'abord expliquer comment la fédération elle-même fonctionne. À la base, les banques sont regroupées autour des associations dans leur pays. Oui. Dont les APBF, oui. Associations professionnelles des banques et établissements financiers pour chaque pays de l'UEMOA. Donc, est-ce que les langues sont les mêmes? Parce que tout à l'heure, je relevais que la Guinée-Bissau est lusophone, mais est-ce que les autres pays qui font partie, par exemple, de l'UEMOA, qui sont francophones, travaillent avec d'autres établissements bancaires qui ne sont pas forcément francophones? Oui, mais ce n'est pas dans le même cadre. Tout le monde a le droit de travailler avec n'importe quel autre établissement, dans n'importe quelle zone. Le meilleur exemple, c'est les groupes bancaires. Les groupes bancaires sont situés dans plusieurs zones monétaires, donc il serait difficile de restreindre, en tout cas, leur champ d'activité. Donc, une fois qu'on est membre de cette association, l'association va désigner son bureau exécutif
d'accord, qui est donc bien entendu composé des présidents et des vice-présidents et d'un directeur exécutif qui est donc le bras opérationnel de l'association. Donc ensuite, les présidents se réunissent autour de la fédération avec les directeurs exécutifs. Donc c'est l'ensemble des présidents des associations professionnelles et des directeurs exécutifs qui constituent donc le conseil fédéral de la fédération. Alors, généralement, on est saisi plus souvent par des autorités, donc les pouvoirs publics, les autorités monétaires, dont la Banque centrale, pour servir de relais et faire passer des informations, des messages ou des doléances à nos membres qui sont les banques et vice-versa. Donc très souvent d'ailleurs, les banques saisissent leur association professionnelle qui à son tour va donc saisir la fédération. Mais il arrive aussi parfois que d'autres autorités nous saisissent. Il est arrivé que des États nous saisissent, par exemple pour soutenir une émission de titres sur les marchés financiers ou sur les marchés monétaires. D'accord. Vous l'avez remarqué, mais quelle est la différence entre les associations bancaires et l'association, par exemple, parce que je sais que vous avez également présidé une association des banques du Togo. Quelle est la différence entre cette association-là et la vôtre, et la Fédération des associations de banques et établissements financiers? Alors, la fédération regroupe l'ensemble des 8 associations professionnelles des banques. Et les associations professionnelles des banques et établissements financiers suivent les mêmes normes, puisqu'on a des statuts qui sont quasiment identiques, qui sont suivis et normalisés par la Banque centrale. Contrairement à des associations, il y a aussi des associations des banques qui n'ont pas grand-chose à voir avec la Banque centrale, mais juste un besoin de collaborer ensemble, de partager des idées, de partager un certain nombre de bonnes pratiques, des expériences, d'échanger, ainsi de suite. Mais ici, c'est des associations qui sont instituées pratiquement par la Banque centrale pour des besoins d'échange entre les banques et les autorités monétaires et ainsi que avec les pouvoirs publics. Voilà. J'ai constaté qu'à partir du 6 novembre, il y a une enquête qui va être menée, une enquête à dimension nationale, qui portera sur l'accès aux services financiers au niveau du Togo, mais ça concernera aussi tous les autres pays membres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est organisé par l'INSEAD et par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que ce sont des choses que vous initiez vous-même, ou est-ce que ce sont des instruments par lesquels vous arrivez également à mesurer un peu le taux de pénétration du marché par les banques et la manière dont le service est délivré aux clients? Il faut dire que c'est une préoccupation permanente des pouvoirs publics, du public lui-même, d'avoir le meilleur accès aux services financiers. C'est pour ça qu'on parle systématiquement de la question du taux de bancarisation, de l'inclusion financière, parce que avec un système financier intégré où toutes les parties prenantes sont actives, ça ne peut qu'améliorer le développement économique. Ça fait que s'il y a des idées, c'est plus facile de les mettre en œuvre lorsqu'on a un système financier intégré avec toutes les parties prenantes. Et effectivement, les idées peuvent venir de tout le monde. Et le bras armé pour nous tous, c'est très souvent la Banque centrale qui soit prend des initiatives dans ce sens, soit sur recommandation des autorités publiques, des pouvoirs publics, ou à la demande des banques, et pas seulement des banques, des établissements financiers, des IMF, peuvent mener ce genre d'études parce que, étant au centre de l'activité financière, ils sont les mieux placés pour mener ce genre d'études ou commanditer ce genre d'études auprès de certaines institutions. Quand on vous dit par exemple que le taux d'inclusion financière au niveau du Togo est de 87%, vous y croyez ou vous y croyez pas?
Disons que c'est une très belle information, une très bonne information, parce que c'est l'objectif de tous. Ça ne me surprend pas, parce que effectivement le mobile money qui s'est ajouté au taux de bancarisation classique a joué un rôle très important dans l'intégration de toutes les parties dans le système financier. Et effectivement, je ne serais pas surpris que ce soit le mobile banking, les comptes ouverts et actifs au niveau du mobile banking qui ait contribué à atteindre ce niveau de ce taux suffisamment intéressant. Mais quand on prend ce chiffre et qu'on le met en face du taux de bancarisation, l'écart est énorme. On passe de 87% à moins de 40%. On est entre 30 et 34%. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer ce gap? Disons que dans le système bancaire, principalement, c'est un peu plus formalisé. Dieu merci, maintenant, on a la digitalisation qui nous aide à accéder un peu plus aux couches les plus reculées de nos populations. Mais vous-même, vous voyez le parcours de combattant qu'il y a à ouvrir un compte bancaire. Ça devient, en tout cas, pas ça devient, au contraire, ça s'améliore. Ouvrir un compte bancaire à l'époque, c'était plutôt un acte élitiste. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les banques elles-mêmes travaillent, entre guillemets, à démocratiser l'ouverture des comptes et les pouvoirs publics nous y encouragent également. D'accord. Et qu'est-ce qui peut expliquer que dans un pays comme le Togo, dans une ville comme Lomé, qui est quand même une place bancaire très forte, on est encore dans le pays un taux de bancarisation aussi faible? Est-ce que les gens ont peur d'aller à la banque? Est-ce que les gens ne connaissent pas les services bancaires? Ou alors ce sont les banques qui n'arrivent pas à convaincre les usagers de venir faire appel à leurs services? Le taux est peut-être faible, mais je peux vous dire que c'est l'un des meilleurs de l'UEMOA, taux de bancarisation au Togo. Et effectivement, l'accès à une banque est souvent considéré comme quelque chose réservé à des personnes qui ont de l'argent. Je ne veux pas dire que c'est faux, parce que pour entretenir un compte bancaire, il faut aussi avoir les moyens, parce qu'il y a des frais qui sont quasiment récurrents lorsque vous avez un compte bancaire. Et en dehors de ça, accéder à une agence bancaire, en soi-même, c'est aussi un autre parcours. Et je ne compte pas toutes les formalités qu'il faut suivre pour ouvrir le compte. Il faut une pièce d'identité, remplir des formulaires, parfois, il faut le reconnaître, interminables. Et ce n'est pas de nature à encourager les clients à venir vers les banques. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu une grande évolution dans la volonté d'ouverture des comptes auprès des banques et établissements de microfinance. Grâce à la digitalisation qui a contribué à simplifier beaucoup de processus, mais également à la concurrence, parce que les banques ont compris que pour continuer de survivre ou de gagner de l'argent, la meilleure façon, c'est de continuer de conquérir davantage de clients. Et vous verrez, dans un pays comme le nôtre, on a quand même 14 banques. Je ne veux pas dire que c'est beaucoup, mais ça crée une certaine émulation auprès des acteurs pour que chacun fasse de son mieux pour conquérir le maximum de clients. Et nous sommes, nous les banques, conscients qu'il y a une monnaie en circulation qui n'est pas suffisamment captée par les banques. Je pense, je lisais un dernier chiffre où on voyait que la monnaie fiduciaire en circulation est de l'ordre de 400 milliards au Togo. C'est beaucoup d'argent qui n'est pas dans le circuit bancaire et que les banques ne demandent qu'à conquérir et qu'un certain public aussi demande à déposer auprès des banques ou auprès des IMF. Mais qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui que, face à une banque, à un établissement bancaire normalement constitué, les gens préfèrent déposer leur argent plutôt dans une microfinance ou même sur un compte de téléphonie mobile plutôt que d'aller dans une banque traditionnelle? Qu'est-ce qui peut expliquer que les gens se sentent plus proches de ce type de service que de ceux que proposent les banques? Je crois qu'il y a le côté formel, très formel de la chose, de prendre de l'argent, faire la queue dans une banque
pour le déposer, avec ce que ça comporte de plus en plus d'ailleurs de contrôles sur la lutte anti-blanchiment, les déclarations, ainsi de suite. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de passerelles entre tous ces acteurs. Aujourd'hui, vous avez votre argent dans un compte de mobile money, vous pouvez aisément le transférer sur votre compte bancaire et vice-versa. Vous avez votre argent dans un compte d'IMF, vous pouvez aisément le transformer sur le compte bancaire et vice-versa. Et le dernier projet qui a été lancé récemment par monsieur le gouverneur de la BCAO, PI, va aider va faciliter en tout cas ce type de transaction. Vous savez qu'avec PI, vous pouvez instantanément faire un virement d'un compte bancaire vers un autre compte bancaire instantanément, comme dans le mobile. Dès que vous avez terminé l'opération, la personne a reçu son argent. La personne a reçu son argent. Vous pouvez faire ce type d'opération également d'une banque vers un établissement de microfinance. Vous pouvez faire ce type d'opération également vers un mobile money et vice-versa. Donc c'est un projet qui est vraiment qui va apporter beaucoup de valeur au développement économique de la sous-région. Mais il y a une autre question qui me tente et je voudrais vous la poser parce que quand on prend la diaspora, par exemple, les diasporas africaines, elles sont très nombreuses à effectuer des virements en direction des pays d'origine et ce sont des opérations généralement très coûteuses et qui passent la plupart du temps par des opérateurs qui ne sont pas sur le continent africain. Comment est-ce que vous, banques, vous pourriez faire en sorte qu'au-delà de la question de la bancarisation sur les territoires nationaux, la question des transferts entre les diasporas et les pays d'origine soit moins coûteuse et tout aussi rapide que PI? Effectivement, c'est une préoccupation majeure des banques et je suis sûr aussi de la Banque centrale de s'assurer que cette diaspora exécute ses transactions d'abord en toute sécurité et avec la meilleure célérité. Aujourd'hui, la plupart de ces opérations se font quand même via des partenariats avec des institutions financières. Un opérateur comme MoneyGram, Western Union, doit, Ouria ou autre, sans publicité, puisqu'il faut en citer au moins 3. Voilà, doit quand même s'allier à une institution financière pour faire son opération. Mais en marge de ça, il y a d'autres qui le font en dehors des institutions qui sont dans la zone. Mais il est clair que d'une manière ou d'une autre, c'est les partenariats avec tous ces opérateurs, les fintech, qui sont très innovantes sur le sujet, qui peuvent renforcer, je dirais, le volume des transactions gérées par la diaspora. Et ces partenariats, ça peut être avec les fintech, ça peut être avec des banques internationales qui sont implantées dans ces pays-là, ça peut être avec n'importe quel autre type d'opérateur. On est dans un environnement où on est obligé d'innover à tout moment parce que ça change, c'est très dynamique. Donc il n'y a pas de solution arrêtée pour cela, à part avoir une certaine ouverture d'esprit et de plus en plus une ouverture technologique pour pouvoir accueillir les nouvelles, comment je vais dire, toute forme d'opération qui soit de nature à faciliter les transactions dans la zone, entre la zone UEMOA et les autres zones où sont implantés nos diasporas. Quand on prend, par exemple, les établissements de transfert de fonds, elles s'adossent la plupart du temps à la fois pour le dépôt et pour le retrait sur des établissements bancaires existants déjà. Qu'est-ce qui empêche ces établissements bancaires de les court-circuiter et de travailler directement entre elles? Par exemple, vous êtes à la Poste, en France, je ne prends que cet exemple-là, à la Poste ou à la Société Générale, vous voulez faire un virement vers une banque au Togo ou au Cameroun. Pourquoi vous ne le faites pas directement? Vous passez par RIA, par Western Union ou par Wave ou un autre opérateur. Pourquoi?
Alors, déjà, il y a deux situations ici. Parfois, des institutions financières elles-mêmes créent leurs propres produits de transfert rapide pour exécuter des transactions à partir de la zone ou en provenance d'autres zones pour la zone UEMOA. Beaucoup de groupes bancaires, on ne va pas les citer, ont leurs propres produits de transfert rapide. La deuxième chose, c'est que c'est effectivement des produits de transfert rapide. Ce qu'on décrit... Différent du virement. Différent du virement. Parce que le virement, lui, il est possible. Oui. Et c'est pour ça qu'on a des correspondants. Mais il est lent. Il prend son temps. Et souvent, il touche des montants qui sont plus importants. Mais là, la question de l'instantanéité, ça ne peut être que des formes de collaboration. Comme je le disais tantôt, soit avec ces correspondants, s'ils ont des produits similaires, ou si on construit avec eux des produits similaires, ou alors des partenariats avec des fintech. Vous parlez de fintech, il y a Wave qui est l'une de ces fintech. Vous évoquiez la possibilité aujourd'hui de faire des paiements instantanés de banque à banque ou même de banque vers solutions de mobile money. Wave n'est pas tout à fait d'accord et ne joue pas le jeu visiblement, enfin ne joue pas collectif avec vous. Ça pose un problème ou ça pose un défi? Bon, je ne connais pas très bien quelle est la position officielle de Wave. Ils ont créé leur banque désormais. Ça ne vient pas forcément... Ce n'est pas contre le système, ça peut être complémentaire d'avoir une banque parce que Wave lui-même s'appuie sur le système bancaire. Parce que, je prends juste un exemple, Wave n'a pas ses dépôts ailleurs que dans des banques. Donc créer une banque, ça lui permet peut-être de centraliser ses dépôts, au moins dans sa banque. Et créer d'autres formes de synergie autour de son produit. Donc, il n'y a pas forcément une opposition entre l'activité de Wave aujourd'hui et les activités bancaires. Maintenant, la question qui pourrait se poser, c'est par exemple sur l'interopérabilité. Je présume que Wave a fait des investissements et se pose la question sur l'opportunité du projet d'interopérabilité par rapport à sa rentabilité. Mais je ne suis pas sûr qu'il conteste la pertinence du produit. Et je suis sûr que c'est des gens qui savent comment mener la réflexion pour trouver la réponse la plus appropriée sur ce sujet-là. Par ailleurs, les grands enjeux, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure en filigrane, c'est celui de la digitalisation par exemple. Où en sont les banques togolaises, où en est votre fédération par rapport à ce projet qui pourrait quand même aider à une meilleure bancarisation à la fois des pays et de la zone? Tout à fait. Au Togo, je ne saurais situer exactement où on est au niveau de la digitalisation, mais c'est clair que ça reste un défi majeur pour l'ensemble des banques. Et c'est un point qui est régulièrement rappelé par le Conseil national du crédit, d'améliorer la qualité des services et, entre autres, par la digitalisation. Je parlais du parcours du combattant pour l'ouverture d'un compte bancaire. Commençons par cette étape-là. Le jour où on est capable d'ouvrir des comptes en ligne, bien entendu, en suivant toutes les normes et tous les contrôles qui s'imposent à cela, c'est déjà un premier point qui va faciliter la vie à nos populations. Et ensuite, chaque fois que nos populations peuvent exécuter leurs transactions de chez elles, ça ne peut être que bénéfique. La preuve du succès de la digitalisation, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les paiements du mobile money. C'est de la digitalisation, sauf qu'elle n'est pas initiée cette fois-ci par les banques, mais plutôt par des opérateurs de téléphonie mobile. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Vous-même, vous avez évoqué tantôt le taux d'inclusion financière qui a fait un grand boom comparé au taux de bancarisation. Il arrivera un temps où tout sera confondu, de mon point de vue, pour que
les opérateurs, en tout cas les clients, exécuteront leurs transactions d'un mobile money, de leur compte bancaire, de leur compte auprès de l'IMF, sans distinction de source. Et ce n'est que de cette manière qu'on appréciera au mieux l'évolution de la digitalisation dans notre pays. La digitalisation pose également le problème des emplois, ce qui m'amène à vous parler de l'un de vos confrères, oui, de Sunu Bank. Que se passe-t-il à Sunu Bank et comment est-ce que vous organisez autour? Qu'est-ce que ça suscite comme réaction au sein de votre fédération, de votre corporation? Alors, le sujet de Sunu Bank est un peu plus... je ne sais pas s'il est lié à la digitalisation. Il est plus vaste et plus délicat. C'est par le biais de l'emploi que je le prenais. Voilà, exactement. Mais il faut commencer par dire que c'est toujours douloureux de savoir qu'on doit licencier des personnes. Croyez-moi, ça ne fait pas plaisir à un dirigeant de banque de se dire que je vais devoir licencier un certain nombre de personnes. Et ce que j'ai cru comprendre d'ailleurs dans le cas de Sunu, c'est que l'effectif qui était prévu a été considérablement réduit, justement pour des considérations humaines et aussi après négociation avec les autorités. C'est-à-dire que l'effectif de ceux qui devaient partir. De ceux qui devaient partir. Oui. Alors, je ne suis pas bien placé pour en parler, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on a essayé de faire, au nom de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Togo, de faire de la médiation pour que les parties s'asseyent et voient éventuellement s'il y avait mieux à faire. Au terme des discussions, parce que notre rôle, ce n'est que de la médiation, on ne peut imposer ni à Sunu de prendre une direction, ni aux salariés ou aux syndiqués de prendre une direction. Au terme de ces discussions, on n'a pas pu convaincre les deux parties à faire mieux que ce qui a été fait. Mais la question principale qu'on s'est posée, est-ce que tout ça a été fait dans les règles? C'est extrêmement important. Du moment où on considère que ça a été fait dans les règles, ça veut dire que les autorités qui sont censées faire attention à tous les points de risque éventuels ont certainement regardé ce qu'il y avait à regarder avant de prendre les mesures qui ont été retenues par la banque d'un côté, et je suppose que les syndicats également, avant de poser leurs actes, ont réfléchi sur la légalité de leurs actes avant d'avancer. Ma dernière question va porter sur quelque chose de très actuel. C'est la question de l'e-franc CFA, le CFA électronique. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà abouti? Est-ce que vous vous préparez à la mise en circulation de cette monnaie qui sera plus virtuelle que matérielle, comme c'est le cas aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est au niveau de la Banque centrale et des différentes banques commerciales? Au niveau des différentes banques commerciales, nous suivons le projet, en tout cas la réflexion qui est plutôt menée par la Banque centrale. Donc, je pense qu'une fois qu'il y aura des conclusions dessus, nous allons suivre et les orientations qui sont de la Banque centrale, parce que rappelons que nous sommes dans un métier qui est extrêmement régulé. On ne peut pas se permettre tout ce qu'on veut, mais si la Banque centrale crée une ouverture dans ce sens, on va suivre les recommandations de la Banque centrale. Ce fut un plaisir de vous recevoir, Monsieur Guy Martial Aona. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Orabank Togo et que vous êtes également président du Conseil fédéral de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'UEMOA. Merci d'être passé. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de New World Economy. À bientôt.